Messieurs, Madame les bâtonniers, Monsieur le Président Martial, que je salue avec d'autant plus de chaleur que sa contribution à l'histoire de Gaston Monnerville a été importante, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, pardon si j'en oublie, mes chers confrères, nous sommes ici réunis autour de ces souvenirs du président Gaston Monnerville que nous honorons aujourd'hui. On me posait la question de savoir pourquoi ce 14 avril 2008. Parce que cette année en 8 coïncide avec un certain nombre d'anniversaires. 1848, l'abolition de l'esclavage et la liberté enfin donnée au père de Saint-Yves Monnerville, père lui-même de Gaston, né petit-fils d'esclave. 8, c'est encore un autre anniversaire plus proche, 68, l'année où Gaston Monnerville décide délibérément de ne pas se faire renouveler comme président du Sénat pour être libre dans un combat politique qu'il estime juste. 8, c'est encore 48, 100 ans après l'abolition, la Déclaration universelle des droits de l'homme. 8, c'est 98, la Convention de Rome qui institue la Cour pénale internationale chargée de juger les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sur toute la Terre. Et s'il en fut un, c'est bien celui de l'esclavage. Et par conséquent, cette année, qui coïncide avec celle de mon début de mandat de bâtonnier, m'a paru être une année symbolique, d'autant que j'y mêle le souvenir personnel que j'ai gardé de Gaston Monnerville, que nous voyons tous les ans dans le Lot, dans la maison familiale, en raison de l'amitié qui le lie à mon père et de leur combat commun. Gaston Monnerville, dont on va vous parler au long de cet après-midi, et je ne veux pas parler à la place de ceux qui vont vous dire, chacun à sa manière, ou chacune à sa manière, ce qu'il faut en retenir. Mais comme je suis ancien secrétaire de la conférence, je voudrais vous dire qu'il y a quelques heures, Bernard de Sarriac, notre confrère, m'a remis un document qui vient de son oncle, Baquet de Sarriac, membre de la promotion de la conférence de Gaston Monnerville. Promotion où furent secrétaires deux bâtonniers, Torp et Mira qui fut élu, mais qui n'exerça point la fonction pour être mort avant. Et il y avait encore ici, dans cette promotion, un dominicain, il y avait un professeur de droit, et puis il y avait Gaston Monnerville. Le 12e était le comte Robert de Billy, un homme exquis que j'ai bien connu aussi, puisqu'il était dans le Lot, le bénéficiaire par sa femme de l'usage du château de Montal, à côté de Saint-Céré, merveilleux château Renaissance, devant lequel j'ai
le bonheur de jouer la comédie La Reprise avec Richard Berry au cours du festival que j'avais créé. Le comte Robert de Billy, homme exceptionnel, 12e de cette promotion, avait eu la délicatesse, Bernard me l'a appris à l'instant, d'écrire sur chacun des secrétaires quelque chose, et en vers, et de remettre à chacun un petit carnet avec le mot promotion, et pour chacun quelques vers. Et sur Gaston Monnerville, le délicieux Robert de Billy, aristocrate, absolument merveilleux de culture et d'amour des hommes, écrit « Un tour de force, c'est le sien, à la fois charmant et habile, d'avoir fait, et c'est difficile, l'exotisme très parisien. » Bernard, merci de m'avoir permis de rappeler ce moment tout à fait exceptionnel d'amitié de la conférence, qui est une forme de la confraternité, celle que Gaston Monnerville a témoignée à tous. Je saluerai tout à l'heure les intervenants, les présentants, mais avant de commencer, nous allons assister à une projection. Et je vous souhaite d'éprouver autant d'émotion que moi-même en regardant les images qui suivent. J'ai pu arrêter en 1936 définitivement le transport de bagnards dans mon pays. J'avais toujours considéré, notamment quand j'étais enfant à Cayenne, parce que j'avais toujours considéré qu'il fallait débarrasser mon pauvre pays de cela, de cette lèvre, de cette saline, qui non seulement lui portait tort sur place, mais avait complètement annihilé sa réputation. Aussi bien en France que dans les pays étrangers, dès que le mot Guyane était prononcé, bang, on répondait. Et quand je suis arrivé tout jeune ici comme étudiant, comme lycéen d'abord, le petit Guyanais, le petit bagnard. Et le jour où je suis devenu quelqu'un pouvant rendre service, c'était ma première obsession. Je rêve encore chaque nuit de ce voyage au bagne. C'est un temps que j'ai passé hors la vie. Pendant un mois, j'ai regardé les 100 spectacles de cet enfer, et maintenant ce sont eux qui me regardent. Je les revois devant mes yeux, un par un, et subitement tous se rassemblent et grouillent de nouveau comme un affreux nid de serpents. Assassins, voleurs, traîtres, vous avez fait votre sort, mais votre sort est épouvantable. Ça, je l'ai traité avec. Parce que sans cesse, même sans cesse, me rendait dans les yeux, je peux dire, le spectacle de ces rues de Cayenne avec ces pauvres bagnards habillés en linge rayé, une branche à pauvre. Je ne vais pas évoquer ça. Et c'était une honte, à mon sentiment, comme le disaient tous les pays étrangers environnant la Guyane, c'était une honte pour l'administration. Le 17 juin 1938, le gouvernement d'Édouard Daladier décrète la fermeture du bagne. Mais il faudra attendre la fin de la guerre et 1946 pour que les portes de la grande punition se ferment définitivement. Septembre 1939, c'est de nouveau la guerre. Comme en 1914, la France mobilise ce qu'elle appelle ses enfants. Pour défendre une certaine idée de la France républicaine,
républicaine et de ses idéaux. Gaston Monnerville s'engage dans la marine comme lieutenant de vaisseau sur le cuirassé Provence. Janvier 40, quand je suis parti, et que ma femme aussi est partie, j'étais tout de même un homme de 43 ans. J'étais plus un jeune étudiant passionné et qui obéit à un élan. J'obéissais à Blufla, j'obéissais à une chose que je croyais très profonde, très ancrée et très utile, car j'ai dit, j'ai répété, même dans beaucoup de discours, que si la France disparaissait, c'était avec elle la liberté de l'Europe qui disparaissait. Je le croyais sincèrement. La liberté de l'Europe, c'est surtout celle des peuples qui est menacée. Entre Hitler et ses alliés, la collaboration s'installe. L'idéologie raciste va se répandre. Monnerville reprend alors sa robe d'avocat pour défendre les persécutés. Vichy venait prendre un texte qui, à mon sentiment, allait au-delà des textes que les Allemands avaient pris en zone nord. Autrement dit, se montrait plus hitlérien qu'Hitler lui-même. Et je considérais que ce texte était illégal. Vous me diriez, les choses illégales, elles foisonnaient. Et j'ai eu l'occasion notamment pour plaider pour une jeune personne qui a refusé de se déclarer, qui était israélite d'origine, en disant « Je suis juif, mais je refuse de me déclarer ». Et le tribunal correctionnel de Marseille a quitté cette jeune juive qui a dit « Je suis juive, je refuse de me déclarer ». Dès 1933, Gaston Monnerville avait senti le danger lorsqu'Hitler et les nazis avaient pris le pouvoir en Allemagne. À l'heure où beaucoup de ses compatriotes se taisent, il dénonce avec ses amis de la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, les premières lois anti-juives. Gaston Monnerville, en 1933, au Trocadéro, a prononcé un magnifique discours où il disait « Les Noirs qu'avons connu la torture, qu'avons connu l'esclavage, nous adressons un salut fraternel aux Juifs d'Allemagne persécutés aujourd'hui et nous comprenons leur douleur. » Comprendre ne suffit plus. Dès 1940, Gaston Monnerville condamne le régime de Vichy. En 1942, il entre dans la clandestinité et rejoint la résistance dans le mouvement Combat, avec pour pseudonyme commandant Saint-Just. Et voilà notre avocat guyanais, député français, installé dans les maquis d'Auvergne afin d'établir les liaisons entre les états-majors. À Chélade, avec sa femme Thérèse, il crée un hôpital clandestin pour les résistants. Quand j'étais dans ces maquis du Cantal, précisément, des jeunes venaient à nous, des jeunes cultivateurs, pour s'engager dans nos pauvres forces. Et j'ai devant les yeux, à Chélade, dans le Cantal, en Haute-Auvergne, la vue d'une quinzaine de jeunes garçons de 17-18 ans, qui avaient des sabots de bois, et qui avaient encore à cette époque-là de la paille dans leurs sabots, car c'était l'hiver, et c'était les petits vachers, les petits boutilliers, qui venaient s'engager. Et j'ai pensé, je ne vous le cache pas à ce moment-là, cette phrase fameuse des va-du-pied superbe. Et ce n'est pas par amour de la guerre, ce n'est pas par esprit combatif ou militaire que nous avons été dans le maquis. Nous avons été dans le maquis, considérant simplement que nous continuions ce pourquoi nous étions engagés en 1939, c'est-à-dire la défense de l'homme, la défense des libertés, la défense de la France, bien évidemment, qui, à nos yeux, est le symbole même de ces libertés et des droits de l'homme. À l'autre bout de l'Empire, dès le mois d'août 1940, un autre Guyanais, Félix Eboué, gouverneur du Tchad, a rallié De Gaulle et la France libre. En mars 1943, il appelle les Guyanais à les rejoindre. Français de Guyane, c'est à vous que je m'adresse. C'est moi, Félix Eboué. Vous avez décidé de vous ranger sous l'autorité du général de Gaulle. Vous avez signifié que vous aussi, comme prisonniers de l'Empire, aviez pour devoir d'apporter votre effort à celui que d'autres Français prodiguent pour la sauvegarde et le maintien de liberté du monde. Français de Guyane, mes compatriotes, ce que la patrie du monde, ce que les 40 millions de Français de la métropole ont déjà dans le malheur commun réalisé, c'est l'union des esprits et des cœurs, c'est la solidarité totale entre différentes fractions de notre peuple, pour ne voir que le but suprême à atteindre, la libération de la patrie. Le 20 mai 1973, le détachement était prêt, le détachement de volontaires. On a quitté la caserne d'Ouvert en fanfare
et ensuite suivi par toute la population jusqu'au port de Cayenne. Arrivé au port de Cayenne, il y avait les parents, les amis qui étaient présents, et le maire, Ulrich Soufi, disait « Partez jeunes soldats et revenez au cœur ». Et arrivé à Dakar, On ne va. De manière un peu brutale, ce très beau film vient de s'achever et notre hommage continue par les discours que nous allons entendre et d'orateurs tous extrêmement qualifiés pour parler et pour parler de lui. Je donne la parole d'abord pour évoquer la jeunesse d'avocat stagiaire au barreau de Toulouse de Gaston Monnerville, au bâtonnier Jean-Louis Matteux, qui, s'il veut bien me rejoindre, sera écouté avec toute l'attention que son discours mérite. Monsieur le bâtonnier, je tiens à vous remercier au nom du barreau de Toulouse d'avoir pensé à nous faire participer à cet hommage, car peu de gens, même à Toulouse, se souviennent que Gaston Monnerville a suivi une formation juridique, littéraire, dans notre vie. Alors j'ai intitulé ma modeste participation « Escale à Toulouse » de 1913 à 1921. Il n'y a qu'un pas de l'Oyapock à la Garonne. Il n'y a qu'un pas de la Terre Rouge de Guyane au Galéron des rues de Toulouse. Il n'y a qu'un pas des cathédrales de verdure à l'église des Jacobins. Mais c'est un pas de géant lorsque l'on a 15 ans. Le pas qu'a accompli Gaston Monnerville est comparable à celui d'Armstrong sur la Lune. Ou certes, pas dans sa dimension technologique ou philosophique, de suprématie de l'homme sur le monde, mais c'est dans sa dimension symbolique. Il s'agit pour lui, ce sera le début d'un long combat, de dépasser les frontières du connu, connaissances culturelles, sociales et tout simplement humaines. Ses origines antillaises, sa prime jeunesse dans le grand département français, malheureusement plus réputé à l'époque pour le bagne que pour la beauté sauvage de son exubérance végétale, aurait pu constituer très tôt pour lui un handicap. Il n'en sera rien. Rien au contraire, il n'aura de cesse de démontrer que tout homme n'est pas prédestiné par sa naissance, son milieu social et sa culture. Le pas que franchit Gaston Monnerville est de ceux qui brisent les préjugés et ouvrent l'espace infini du développement personnel, donnant ainsi à la dignité ses lettres de noblesse. Ce pas le conduira à Toulouse, ville où il reconnaîtra l'écho des valeurs qu'il porte déjà en germe. Elles fleuriront harmonieusement tout au long de son séjour, grâce à l'accueil, à la tolérance et à la solidarité des habitants de cette ville, qui laissera en lui une empreinte indélébile. Petit-fils d'esclave, Gaston Monnerville vivra un homme libre. Né le 2 janvier 1897 à Cayenne, il s'affranchira du cocon familial dès l'âge de 15 ans pour faire sa culture générale en métropole, et ce sera l'un des traits remarquables et constants de son caractère, une soif inaltérable de connaissance. Sa prodigieuse mémoire, sa faculté d'observation et d'analyse, et une volonté tenace seront les ingrédients favorables à son adaptation
et à la compréhension rapide du monde dans lequel il évoluera. Ce n'est pas le monde qui s'offre à lui, mais c'est lui qui va le saisir pour y découvrir la beauté, mais aussi les traces hideuses du racisme, de l'injustice et de la guerre. Il décide donc de rejoindre son frère à Toulouse, au lycée Pierre de Fermat, où il entrera comme élève en classe de seconde. Pensionnaire dans ce prestigieux établissement, proche de la place du Capitole, mais très loin de sa chère place des Amandiers, il ne tardera pas à révéler ses multiples talents. Déjà lauréat à Cayenne, son parcours scolaire sera couronné de prix d'excellence. Toulouse, dira-t-il, est la ville de son destin. Il y perfectionnera la culture française dans tous les aspects qui s'offriront à lui: littérature, opéra, architecture, musique, peinture, et cela va de soi à Toulouse, même le rugby. Tout cela seront autant de domaines pour lesquels il manifestera un intérêt et qu'il pratiquera avec ferveur. Il découvrira aussi le rythme des saisons et des hivers rigoureux, étrangers à la douceur des tropiques, ainsi que les usages vestimentaires qui le laisseront perplexe. Arrivant dans mon lumineux pays de Guyane, où chacun portait le casque de liège blanc, j'entrai dans un établissement où proviseurs, censeurs, professeurs, surveillants généraux et même le médecin étaient tous habillés de sombre. Jaquette ou redingote et coiffés d'un melon noir. Seuls les surveillants d'internat, jeunes étudiants de diverses facultés, jetés par leur costume de vie quelques notes claires dans cette tonalité sombre. Quelle curieuse découverte pour l'ancien collégien de Cayenne, insouciant et libre, chasseur de colibris et d'oiseaux-mouches, pêcheur occasionnel les jeudis et les dimanches, vivant en pleine nature, en plein air dans sa Guyane ensoleillée. Intraitable, avec eau de forme de nostalgie, Gaston Monnerville aura cette formule radicale et qui résume l'homme conquérant qu'il était: je m'adapterai donc. La cité rose deviendra le berceau fécond d'une vie intellectuelle et sociale où les valeurs humanistes qu'il portait en lui se relèveront au grand jour. J'ai conservé des titres de cette vie et de ses habitants un souvenir profond et chaleureux. D'ailleurs, tous les fils d'outre-mer qui ont fait leurs études ou qui y ont vécu ont coutume d'y revenir à chacun de leurs voyages en France. Toulouse est une ville de spiritualité, d'une ambiance intellectuelle qui constitue une sorte d'aura pour qui sait s'y intéresser. Une ville célèbre par son rayonnement, le rayonnement de sa culture, la réputation de son université, l'autorité de son ancien parlement puissant et respecté. L'humanisme y coule à plein bord sous toutes ses formes. J'en revis quelques-uns. À aucun moment il ne sera confronté à la discrimination raciale, bien au contraire, il fera l'objet de sollicitude de ses habitants, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Cette période sera l'occasion de deux événements marquants. Le premier contact avec Paris, où il séjourna chez son parrain en août et septembre 1914. Il y découvrira, dit-il, la vaillance de la population française. Et également la suppression de l'internat et des moyens matériels d'existence, faute d'acheminement des mandats familiaux. Tout cela seront les facteurs décisifs de son passage à l'âge adulte. Il avait 17 ans. Cette émancipation imposée précoce
sera adoucie par l'extrême générosité des Toulousains, et notamment celle des restaurateurs et des logeurs. Ils acceptèrent de lui faire crédit pendant près de 2 ans. Un employeur lui permettra même de parfaire son maigre pécule en l'embauchant pour distribuer des cartes alimentaires. Tout pourrait laisser croire qu'en cette période de troubles, de difficultés financières, le parcours scolaire de Gaston Monnerville aurait quelque peu souffert de ces événements. Muni de son baccalauréat avec mention et d'un prix d'honneur en philosophie, il s'inscrira simultanément à la faculté de droit, université réputée de Toulouse, et à la faculté de lettres. Lui seul déterminera ce choix auquel il restera attaché toute son existence, car le droit, dit-il, n'est pas le juridisme sec et formaliste, c'est une immense potentiel humain. Il obtiendra ses 2 licences et préparera son doctorat en droit tout en travaillant comme ouvrier à la cartoucherie pour arrondir son mois. Il terminera ses études de doctorat en mai 1921 par la soutenance d'une thèse en droit civil sur l'enrichissement sans cause. Il obtiendra une mention ainsi que des félicitations du jury, laurier qu'il ne pourra partager avec son père, entre-temps décédé. Tout en forgeant ses qualités intellectuelles, il faut savoir qu'il découvrit les charmes de la flûte traversière dont il jouera avec brio. Le 2 décembre 1918, le barreau toulousain lui ouvrait ses portes. Il avait 21 ans. Je revois un après-midi de novembre 1918 où, maladroitement désinvolte dans une robe de laine que j'endossais pour la première fois, j'avançais à cette gare sous la conduite de monsieur le bâtonnier de l'Or, inquiétude mal cachée sous la joie très vive du néophyte qui pour la première fois pénètre dans le temple. Le cœur serré de respect pour le haut magistrat qui allait recevoir mon serment, l'angoisse due à l'attente de la solennelle minute, la plénitude d'un orgueil juvénile, une fois le serment prêté, celui d'être enfin avocat. Tels étaient les sentiments de Gaston Monnerville dans ce fameux jour où il faut sans doute ajouter, pour être compté, celui du soulagement. N'avait-il pas en effet échappé à la tentation de la magistrature? Il avait en effet un instant envisagé d'embrasser cette carrière en Afrique occidentale française. Il en fut sagement dissuadé par sa mère, qui lui rappela l'ultime volonté paternelle. À son lit de mort, ton père a répété ce qu'il avait toujours dit: je désire qu'aucun de mes fils ne soit fonctionnaire. 21 ans. Âge des ambitions, des espoirs, de la foi également, de la confiance en soi. C'est muni d'un tel bagage que Gaston Monnerville suivit les exercices du stage d'avocat pendant 3 ans, réglementaire tout en plaidant. Puis après avoir été reçu au concours de secrétaire de la conférence des avocats, il obtient la médaille d'or Alexandre Fourtanier, qui récompense le 2e secrétaire de la promotion. Ce prix venait une fois de plus confirmer le caractère brillant de cet homme, qui ne perde pas de vue pour autant l'objectif de sa carrière qui se voit à lui. J'ai toujours eu un goût profond de l'égalité. La recherche de l'égalité entre les hommes est une réaction naturelle de l'être humain. Elle est encore plus chez celui qui fait partie d'une minorité ou dont les ascendants ont été traités comme tels, c'est-à-dire ont été victimes
de l'injustice d'autres hommes. Sentiment compréhensible et instinctif d'ailleurs, c'est le sans mêlé que je suis. Il exercera sa profession d'avocat avec goût, avec passion souvent, avec conscience. La vie de Rose n'offrait pas un horizon suffisant à la mesure de ses ambitions. C'est ainsi qu'il succomba cette fois à une autre tentation, Paris. Encouragé par son frère aîné, il fut également sensible à l'humour de l'avocat général toulousain, qui s'écria d'un ton à la fois bourru et généreux: étant donné ce que vous êtes et ce que vous promettez, vous n'allez pas rendre la justice sur les cocotiers. Tentez votre chance à Paris. Si cela ne marche pas, revenez-nous, vous serez toujours bien accueillis, vous le savez bien. S'inspirant du grand génie puissant et solitaire qu'était Ludwig van Beethoven et qu'il adorait par-dessus tout, Gaston Monnerville avait depuis longtemps compris qu'il ne convenait pas de gémir sur sa misère, mais de réagir et de forger son propre destin à grands coups de volonté tenace, leçon qui s'imprima en lettres de feu dans le cerveau de cet homme pour qui le labeur avait été un excellent viatique. Des berges de la Garonne aux rives de la Seine, il n'y a qu'un pas. Merci infiniment, bâtonnier Mathieu, pour ce rappel de la jeunesse toulousaine de Monnerville. Je donne maintenant la parole à M. François Gilbeau, avocat au barreau de Paris, président de l'association des secrétaires et ancien secrétaire de la conférence du stage. Je vous rappelle que Gaston Monnerville fut secrétaire deuxième à Toulouse et secrétaire de la conférence à Paris. Comme vous venez de le rappeler, monsieur le bâtonnier, la présidence de l'association des secrétaires et anciens secrétaires de la conférence me vaut le privilège et l'honneur de participer à cette cérémonie. L'honneur, mais aussi le plaisir, d'évoquer devant vous la mémoire de Gaston Monnerville, grande figure de notre barreau, voué aux plus hautes charges de l'État, qui fut tout au cours de sa vie un gentilhomme et un honnête homme dans tous les sens du terme, qui aimait la jeunesse et qui sut, à l'exception d'un seul mais non des moindres, se faire aimer de tous, en toutes circonstances, tous bords politiques confondus, y compris et surtout des paysans du Lot qui le vénéraient. Gaston Monnerville, enfant de Cayenne, sénateur du Lot, quelle belle leçon de tolérance et de démocratie, et comme la vie était amusante en ce temps-là. Né le 2 janvier 1897 à Cayenne, il prête serment, monsieur le bâtonnier Mathieu vient de vous le rappeler, il prête serment d'avocat au barreau de Toulouse en 1918. Il est nommé secrétaire de la conférence, deuxième secrétaire, et puis, comme on dit, il monte à Paris. Il monte à Paris en 1921, et il se présente dans le cabinet du bâtonnier Albert Sall. Bâtonnier de l'ordre, bâtonnier de la vieille école, que Monnerville comparait d'ailleurs à un vivant modèle de Daumier. Il se voit proposer son inscription au grand tableau qu'il refuse avec énergie, et quand le bâtonnier, un peu interloqué, lui demande pourquoi, sa réponse est sans détour. Bien qu'ayant été secrétaire de la conférence à Toulouse, il veut l'être à Paris. Magnifique hommage rendu à notre conférence, j'y reviendrai. On ne peut pas évoquer les débuts de Gaston Monnerville au barreau de Paris sans évoquer la mémoire de César Campinki. Monnerville n'a que 24 ans. Il est sans argent, il ne connaît personne à Paris,
Il lui faut trouver un patron à la hauteur de ses ambitions. C'est par hasard, le hasard qui fait quelquefois bien les choses, que son camarade Rive-Lange, monté lui aussi de Toulouse, un après-midi dans la galerie marchande du Monde César Campinqui, l'immense avocat, dont on disait qu'il cherchait un collaborateur. Monerville s'élance vers son illustre confrère. « Monsieur, on me dit que vous cherchez un collaborateur. Voudriez-vous de moi ?» Et le lendemain, Gaston Monerville entrait au cabinet de César Campinqui. Campinqui était un immense avocat, un homme politique. Il avait été 4e secrétaire de la promotion de Paul Reynaud. Il sera le patron, l'ami et le maître à penser de Monerville, et l'un et l'autre mèneront leur carrière de pair. Ils entreront à la Chambre des députés la même année, l'un représentant la Guyane, l'autre représentant la Corse, et ils seront ministres pour la première fois dans le même cabinet ministériel en 1937. Les hasards de la vie feront que Paul Reynaud, donc premier secrétaire de la promotion dans laquelle était César Campinqui, les hasards de la vie feront que Paul Reynaud, César Campinqui et Gaston Monerville ont été tous les trois ministres la même année en 1938. Paul Reynaud, premier secrétaire, succédant comme garde des Sceaux à son 4e secrétaire, devenu ministre de la Marine. C'était encore la République des avocats, presque tous anciens secrétaires de la conférence. Malgré les nuages qui s'accumulaient à l'horizon, vous m'accorderez que la vie était amusante à ce moment-là. Peu de nos confrères, pour être secrétaire de la conférence, ont fait preuve d'autant d'obstination, d'autant d'acharnement que Monerville. Après avoir passé le premier obstacle mis sur son chemin par le bâtonnier Albersal, comme je viens de vous le dire, Monerville eut l'extrême impudence de se présenter sans note, avec l'air d'improviser, ce qui ne se faisait pas. À l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où la société permissive et débridée, les choses interdites ou qui n'étaient pas conformes aux bons usages abondaient. Le premier instant de stupeur passé, les secrétaires de la conférence l'écoutent avec une attention de plus en plus soutenue. Son discours s'achève sous un tonnerre d'applaudissements. Il est reçu au premier tour. Mais les hasards de la vie, qui ne font pas toujours si bien les choses, feront qu'il ne pourra se présenter au second tour, qui devait avoir lieu d'avril à juin 1922. En mars 1922, Raymond Poincaré, alors président du Conseil des ministres, ancien premier secrétaire de la conférence, faut-il le rappeler, c'était la République des avocats, décide d'occuper la Roure et la Rhénanie. Gaston Monerville est mobilisé, et un an plus tard, quand il revient, quand il est démobilisé, le règlement de la conférence l'oblige à se représenter au premier tour. Cette fois, il sera élu brillamment. Enfin secrétaire de la conférence des avocats au barreau de Paris. Gaston Monerville appartenait, vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier, à une extraordinaire promotion. Celle de René William Thorpe, dont 8 étaient ou furent décorés de la Croix de guerre, et qui donna 2 bâtonniers, Thorpe et Mira, un père dominicain, prieur du couvent de Saint-Dominique de Jérusalem, un professeur agrégé de droit, 4 députés, un président du Sénat, sans oublier Bernard de Sariac et Jean-Marie Legrand, plus connu, fort connu, sous le nom de Jean Norin. Et les hasards de la vie, encore les hasards de la vie, ont voulu que quand Gaston Monerville a été élu président de la Société des secrétaires de la conférence, il est l'un de mes glorieux prédécesseurs, il est succédé à son premier secrétaire, le bâtonnier William Thorpe, ce qui donna lieu, comme vous pouvez bien l'imaginer, à une passation de pouvoir particulièrement émouvante. Le bâtonnier Thorpe accueillait son successeur en ces termes: « Des hauteurs de l'État qui vous interdisent l'accès à la barre, vous n'hésitez jamais à descendre quand la vie de notre profession est en jeu. Nous ne manquons jamais de vous retrouver lors de ces fastes ou de ces deuils, de ces commémorations ou de ces anniversaires, et nous savons combien votre attention demeure éveillée à nos problèmes. »
et du magnifique discours de Gaston Monnerville, j'extrais ce vibrant hommage à la conférence. Elle recrute et préserve une élite intellectuelle, et vous me permettrez de préciser une élite morale qui témoigne au barreau et ailleurs, partout où le destin nous a placés, des mérites d'une formation que nous avons tous critiquée et à laquelle nous demeurons tous fidèles, et qui nous a si profondément et si durablement marqués. Comme l'a dit le bâtonnier Torp, Monnerville le fidèle était présent à toutes les rentrées de la conférence, comme à tous les banquets de l'association, association qu'il a présidée ensuite avec bonheur. Je me souviens très bien que nous, les jeunes, au cours de ces banquets, nous allions toujours vers lui pour avoir l'honneur de lui serrer la main, le plaisir de lui parler, comme je me souviens avec quelle simplicité, avec quelle chaleur il plaisantait avec nous, évoquant de vieux souvenirs. Comme je me souviens aussi de l'amitié qu'il me témoigna, tout particulièrement. Quand Alex Ursulin, fils de Fort-de-France, futur secrétaire de la conférence, entra à mon cabinet, auquel il a demandé aussitôt de prendre la parole au Panthéon à la cérémonie annuelle, à laquelle je suis ensuite bien souvent allé et qui commençait au cimetière de Montparnasse sur la tombe de l'abbé Grégoire et se poursuivait au Panthéon sur celle de Victor Schellcher. Victor Schellcher qui l'avait fait entrer au Panthéon comme il fit entrer ensuite l'abbé Grégoire. Je me souviens aussi de la manière dont il nous a accueillis, Yves Ozanam et moi, en 1985, pour nous remettre à l'intention du musée de l'Ordre de précieux souvenirs qui sont aujourd'hui exposés dans notre bibliothèque et qui se rapportent tous à son ancien patron, à son ami, à son modèle, César Campinqui, à la mémoire duquel il était toujours fidèle. Gaston Monnerville, c'était la fidélité même. Non content d'être secrétaire de la conférence, Gaston Monnerville milite à l'UGIA, association de création très récente, évidemment mal vue, du Vieux Palais. Association qui a pour vocation d'aider les jeunes confrères dont les débuts dans notre profession étaient très difficiles, tout aussi difficiles qu'aujourd'hui. En 1926, il est président de la commission d'études. En 1927, il devient le 5e président de l'UGIA à Paris. Après Piton, résistant, torturé, mort pour la France, Tercinet, Martineau de Plat, garde des Sceaux en 1952 et 1953, puis ministre de l'Intérieur, succédant d'ailleurs dans ses fonctions à Edgar Faure, 2e secrétaire de la conférence, et à François Mitterrand, qui fut ensuite notre confrère. Ensuite, après Martineau de Plat, il eut encore Georges de Lavente, qui céda ses fonctions, qui précéda dans ses fonctions de président de l'UGIA à Gaston Monnerville. Et je voudrais vous citer quelques extraits du très juste et très savoureux portrait que fit de Lavente de Monnerville. Pour le physique. Chaque jour, on le rencontre dès la première heure des audiences, traversant la galerie marchande d'un petit pas rapide de chasseur à pied. Un peu sec, ramassé, le jarret nerveux, martelant le sol, Gaston Monnerville passe, la mine éveillée, le nez spirituel curieux. L'œil vif, le teint sombre, les cheveux ondulés parfaitement noirs, il échappe à l'air tragique par un éclatant sourire. Son regard aigu, presque phosphorescent, comme ces mers des tropiques qui l'ont vu naître, se voile parfois d'une ombre, nostalgie des horizons lointains de sa profonde jeunesse. Voilà pour le physique. Au moral, il a toutes les qualités pour devenir président de l'UGIA, et il en faut. Je cite, c'est Gaston Monnerville tel qu'il était, tel que nous l'aimons, dans ce discours de son prédécesseur. Il faut du caractère sans intransigeance, de l'autorité sans prétention, de la persévérance sans entêtement, de la diplomatie sans duplicité. On doit rester fidèle à ses amis autant qu'à ses idées en cherchant à persuader plus qu'à convaincre. Accueillir toutes les critiques sans colère, et plus encore les compliments sans illusion. Ne décourager aucune ambition légitime pour ne se priver d'aucun concours. Négliger délibérément les propres affaires pour donner en temps opportun son effort dans l'intérêt de tous. Savoir ce que l'on veut, le dire et le faire dire sans froisser jamais personne, être compris par ses aînés aussi bien que par les jeunes,
devenir ainsi l'élu de tous en restant soi-même, voilà, mon cher Monnerville, un programme à la mesure de ton talent. Et je n'ai pas le droit de passer sous silence l'admirable hommage que rendit à Gaston Monnerville, dont nous verrons des extraits à la rentrée solennelle de la conférence le 19 novembre 1992. Jean-Christophe Mayma, premier secrétaire de la conférence, si injustement, si cruellement faussé en pleine jeunesse. Jean-Christophe Mayma évoqua les carrières de Gaston Monnerville, homme d'État, avocat, inlassable défenseur des droits de l'homme et des libertés, et il parla évidemment de l'affaire Galmo. L'affaire Galmo. L'affaire Galmo, ce fut le grand dossier de la vie d'avocat de Gaston Monnerville. Ce fut le procès de l'égalité et de la liberté. Il faut savoir que la Guyane vécut au début du XXe siècle sous la férule d'Eugène Gobert, pourtant originaire de Cayenne, traître à sa race. Maire de la ville, président du Conseil général, dont Gaston Monnerville dira en plaidant devant la cour d'assises de Nantes qu'il a instauré en Guyane un régime de vexation, un régime de tyrannie et de terreur, avec la constante complicité du gouverneur et de tous les représentants de l'administration centrale. Alors survient Jean Galmo. Arrivé dans la colonie en 1906, c'est Monnerville qui plaide devant la cour d'assises. Il s'intéresse au sort des travailleurs. Il s'efforce de comprendre la cause des souffrances de ces hommes et de ces femmes. Il apprend à les aimer. Il sent que la France, nation colonisatrice, a le devoir de les aider dans leur évolution sociale, comme dans leur vie matérielle. En 1919, Galmo est élu député de la Guyane. En 1921, d'un coup, ses affaires périclitent, c'est la faillite qui réjouit tous ses ennemis. C'est Monnerville qui le plaide. En 4 jours, il est accusé, poursuivi, incarcéré. En 4 jours, une immunité parlementaire est levée. Il est jeté à la prison de la Santé. Puis ses affaires se rétablissent. En 1924, Galmo est de nouveau candidat à la députation, mais il est battu par le candidat officiel. Grâce au candidat officiel, dira Monnerville, à l'appui d'un gouverneur à la solde du ministère des colonies. Propos qui aurait pu lui valoir d'ailleurs, au très jeune avocat qu'il était, les foudres du procureur général et celles de son conseil de l'ordre. En 1928, Galmo est de nouveau candidat, mais les élections sont truquées. Et Monnerville veut dénoncer la criminelle complicité du gouverneur, comme en 1924, on fait voter les morts et les absents. Et notre confrère de révéler d'ailleurs que sur les listes électorales, il est indiqué comme ayant voté, alors qu'il était ce jour-là à Paris. Révolté, la population descendit dans les rues pour 3 jours d'émeutes, pendant lesquels Galmo fit tout ce qui était en son pouvoir pour éviter une effusion de sang. Mais le scandale est énorme. Gobert démissionne, provoquant des élections municipales que Galmo et son mouvement, le Parti de la Liberté, remportent. Le 6 août, survient le drame. La population apprend la mort de Jean Galmo et l'autopsie révèle qu'il a été empoisonné. Je donne la parole à Gaston Monnerville, plaidant devant la cour d'assises de Nantes. Écoutez ce tribun. Alors, hommes et femmes, excédés du régime tyrannique qui les tenait courbés depuis tant d'années, hommes et femmes bâillonnés depuis 4 ans et plus et réduits à un véritable esclavage politique, à bout de résistance, à bout de nerfs, furent en proie à la plus dangereuse furie. On les avait bafoués, on les avait sacrifiés aux appétits d'aventuriers de la politique sans vergogne et sans scrupule. Un homme s'était levé pour les protéger et les défendre. Il venait de chasser de la Guyane ceux qui opprimaient ce pays. Et au moment où le calme était revenu dans la colonie, au moment où la population venait enfin de conquérir, grâce à lui, le droit d'exprimer librement son opinion, on l'assassinait. C'en était trop. Il fallait venger la mémoire de celui qui avait tout sacrifié à la défense de leur liberté. Ce fut alors la ruée d'une foule aveuglée par la douleur. Tout Cayenne était dans la rue. Plus de 13 000 hommes, femmes et enfants envahirent la ville. Foule fanatique, foule animée d'une âme collective et dont chacun de ses membres avait perdu son âme individuelle et sa personnalité propre. Ils étaient 13 000. On en arrêta 14. Il en défendit 3 devant la cour d'assises. Il plaida l'acquittement avec des arguments de fait et de droit, mais d'abord avec son cœur, avec chaleur, s'engageant au service de la défense
Et voici comment il acheva sa plaidoirie. Messieurs les jurés, la France nous a enseigné qu'il faut mettre avant tout, au-dessus de tout, le respect de la personne humaine et la sauvegarde de nos libertés. Les acquitter, c'est faire offre d'apaisement. C'est détruire à jamais tous les ferments d'amertume et de rancœur nés du régime d'oppression que nous avons stigmatisé. Acquitter enfin, c'est montrer à nos confrères guyanais le vrai visage de la France généreuse. Comment ne pas citer d'abord celui qui parla avec sincérité particulière, Maître Monnerville, ce jeune avocat de couleur en qui palpite l'âme de la Guyane, en qui vibre le sang chaud et généreux de sa race, dont la péroraison pathétique au suprême entraîna irrésistiblement les applaudissements de toute la salle. Oui, le public tout entier s'est levé et a applaudi chaleureusement Gaston Monnerville, ce qui est bien rare dans les prétoires. Puis la cour d'assises se retira, puis elle revint et rendit son verdict. C'était un acquittement général. Gaston Monnerville a plaidé bien d'autres affaires, toujours du côté de la tolérance, toujours du côté de la liberté. Ainsi, en 1938, avec Marcel Bloch, lui aussi ancien président de GIA, il défendra Bernard Lecache, président de la LICRA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, contre Louis Darquier de Pellepoix, qui fut ensuite commissaire aux questions juives sous le régime de Vichy. Procès gagné aussi. Je cite cette phrase, extraite de sa plaidoirie. Vous m'excuserez de ne pas faire la distinction entre les protestants français, les catholiques français et les nègres français. Moi, je ne connais que des Français quand ils le sont. Lecache en est, comme moi-même, et comme le Normand, et comme l'Algérois. En 1942, vous l'avez rappelé, M. Bâtonnier, réfugié en zone libre, inscrit au barreau de Marseille, il défendit encore des Juifs avec succès, avec courage, car il en fallait à l'époque pour les défendre devant le tribunal correctionnel de Bergerac, puis devant la cour d'appel d'Aix. Puis il quitte la barre pour rejoindre la résistance et pour entrer dans la clandestinité. Voici l'avocat qu'il fut. Secrétaire de la conférence, président de l'Union des avocats, voici l'avocat et l'homme que nous avons admiré et que nous avons aimé. Grand témoin d'un monde enfoui, d'un palais vertueux, respectueux de nos traditions séculaires, Gaston Monnerville, malgré les hautes responsabilités et les honneurs, était resté un avocat, un formidable champion des libertés, toujours modérateur, fédérateur, conciliateur. Pour lui, malheureusement, le temps n'a pas suspendu son vol. Gaston Monnerville nous a quittés le 7 novembre 1991, mais il est avec nous ce soir à la maison du barreau. Il est avec nous, il est vivant. Vivant parce que vivant dans nos mémoires et dans nos cœurs. Vivant aussi parce que nous ne l'oublierons jamais. Jean-Claude Beaujour a un point commun avec Gaston Monnerville, c'est qu'il est docteur en droit, comme lui. Gaston Monnerville, auquel il va maintenant rendre hommage. Jean-Claude, la parole est à vous. Messieurs et mesdames les bâtonniers, monsieur le bâtonnier Charrière, messieurs et mesdames les magistrats, messieurs et mesdames les parlementaires, mes chers confrères, mesdames et messieurs, lorsque tout a été dit, très peu reste encore à dire, mais pouvait-on rendre hommage à Gaston Monnerville, au président Gaston Monnerville, sans évoquer le sujet de l'égalité? À l'évidence, non, tant il est vrai que sans elle, sans cette égalité, Gaston Monnerville ne serait pas celui dont on honore aujourd'hui la mémoire et les actions. Mieux encore, pour ce petit-fils d'esclave devenu président du Sénat,
deuxième personnage de l'État, évoquer l'égalité et tout ce qu'elle sous-tend, c'est entrer sans détour sur la notion qui permet de saisir pleinement et de comprendre, s'il en est besoin, non seulement la dimension de l'avocat, mais la démarche et l'œuvre de l'homme politique qu'il fut. L'occasion nous est donnée de saluer l'action de l'un des nôtres, avocat dans la grande tradition de Léon Gambetta, Raymond Poincaré ou encore Jules Grévy, pour ne citer que cela. Gaston Monnerville fut un ardent défenseur de la loi dans toute sa plénitude. Égalité sociale, égalité politique, avons-nous dit, deux champs distincts de l'expression de cette égalité qui a façonné le confrère que nous honorons aujourd'hui. Un homme passionné par l'histoire de France, un homme qui s'est construit à partir de l'histoire de France. Nous le savons tous, la Révolution française a fait de l'égalité un postulat de l'état de droit. Les hommes doivent jouir des mêmes droits. Et si Gaston Monnerville était si attaché au principe de l'égalité, qui repose sur le droit naturel des Lumières, c'est essentiellement parce qu'il cohabite avec un autre principe, on l'a dit tout à l'heure, un autre principe fondamental, celui de la liberté. Liberté et égalité sont deux des principes inscrits dans notre loi fondamentale. Ne sont-elles pas également des valeurs que nourrissent, voire que chérissent tous les avocats? Dire égalité sociale et égalité politique, c'est saisir l'opportunité de rappeler que Gaston Monnerville fut un avocat attaché aux valeurs de la République et à l'ordre de la loi. Penser égalité sociale et égalité politique, c'est aussi prendre le temps de revisiter le rôle de l'avocat dans notre société du XXIe siècle. Gaston Monnerville, un avocat attaché aux valeurs de la République et à l'ordre de la loi. Notre confrère croyait, on l'a dit, il croyait en l'égalité parce qu'elle est le corollaire de la liberté. Il croyait en l'égalité politique indissociable avec l'égalité sociale. Nul doute que pour Gaston Monnerville, les deux principes de liberté et d'égalité étaient mutuellement nécessaires à la création d'une société de droit. Ces deux principes sont la condition de la démocratie. Pour que la société soit juste, il faut que la liberté reçue par tous de la loi, ainsi que les droits et les devoirs qui lui sont liés, soient également répartis parmi tous les citoyens. Fondamentalement, Gaston Monnerville avait la conviction que la société de droit repose sur une double nécessité, la liberté des citoyens et leur égalité face à la loi. Elle se décline comme une égalité juridique, laquelle impose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, une égalité des chances, dont le principe vise à compenser les inégalités de richesse. L'ordre de la loi instauré à tort ou à raison en dogme par Gaston Monnerville est le meilleur rempart contre l'arbitraire en cette île. Comment ne serait-il pas farouchement attentif au risque d'arbitraire, lui dont le père fonctionnaire fut un temps, en 1910, révoqué par le gouverneur de la Guyane pour n'avoir pas accepté de faire allégeance aux candidats officiels lors des élections législatives. Certes, cette décision administrative fut censurée par le Conseil d'État, mais quiconque n'a pas connu l'arbitraire ne peut comprendre pleinement que l'on voue une quasi-adoration au respect de la loi. Certes, l'égalité devant la loi impose une égalité des devoirs, et Gaston Monnerville aura à plus d'une reprise l'occasion de le démontrer. C'est ainsi qu'en 1939, âgé de 40 ans, et d'après la loi sur la nation en temps de guerre, il l'a dit d'ailleurs dans le film, il n'est pas mobilisable. C'est alors qu'il fait prendre un décret-loi signé Daladier qui prévoit une exception et s'engage aussitôt dans la marine. C'est encore cette même conception de l'ordre de la loi qui lui vaudra de s'opposer au gouvernement de Georges Pompidou, qui le conduit à déclarer le 9 octobre 1962 à la tribune du Sénat: le respect de la loi concrétise les garanties données aux hommes de la cité et la liberté consiste
à ne dépendre que des lois. Il n'y a pas, pour Gaston Monnerville, il n'y a pas de démocratie sans justice sociale. L'affaire Galmo, plaidée à Nantes par Gaston Monnerville, nous le démontre bien puisque ce dernier obtiendra l'acquittement et lui permettra de mettre en lumière le lien qui existe entre justice sociale et égalité politique. Alors bien sûr, notre confrère Gibault a rappelé l'affaire Galmo. Il a rappelé que l'affaire Galmo, c'était aussi un combat pour la liberté. Mais Gaston Monnerville mettait dans cette affaire, mettait en lumière l'injustice sociale d'une partie des citoyens français, ceux qui vivaient en Guyane, d'ailleurs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. Des 14 accusés, pris un peu au hasard, Monnerville les décrira comme des victimes d'un système injuste. Il dira aux jurés, il s'agit de dire par votre verdict si oui ou non les peuples coloniaux ont le droit de faire respecter leur liberté. Vous avez la lourde mais magnifique mission de proclamer, une fois pour toutes, le droit de l'homme colonial au respect de sa personnalité et de sa dignité. Acquitter enfin, c'est démontrer à vos frères guyanais le vrai visage de la France généreuse et compréhensive, la France éprise d'idéal, la France de justice et de paix. Monnerville restera attaché tout au long de sa carrière à ce que chaque citoyen puisse bénéficier de l'égalité des chances, car seul de nature à limiter l'injustice sociale. Il a enfin travaillé, on l'a dit, à faire supprimer le bagne de Guyane et travailler à la mise en place de lois sociales. Mais au-delà du passé, que nous aurait dit Monnerville s'il était encore vivant? Gaston Monnerville eut l'occasion de revisiter le rôle de l'avocat. Avocat engagé, 2-3 de mes prédécesseurs l'ont indiqué tout à l'heure. Et cela nous interroge, nous emmène à nous interroger sur le rôle qui est aujourd'hui le nôtre. Certes, la France du début du XXe siècle n'est pas celle du début du XXIe siècle et l'avocat a changé. L'académicien, notre confrère Jean-Denis Bredin, dans son ouvrage « Mots et pas perdus », ne prend-il pas lui-même acte de ce changement? Il dit « Les réformes de la profession, le métier, les bouleversements techniques, les exigences du marché aux normes européennes ont traduit à leur manière les mutations de notre société, de notre morale, de notre justice, elle-même dans un monde qui s'est sans doute transformé en 50 ans plus qu'il ne l'avait fait en 3 siècles. Mais en dépit de ces changements, l'avocat du XXIe siècle peut-il cesser d'être un homme ou une femme engagée au service, cette fois, non pas seulement d'un pays plus juste, mais de monde plus juste, mondialisation oblige, nous ne raisonnons plus pour la France, mais pour l'ensemble de notre planète. Hélas, disait Monnerville, les faits sont têtus, et l'histoire se répète souvent sous d'autres formes, sans doute, mais ô combien elle se répète. L'inflation législative et réglementaire, les nouvelles formes d'organisation nous contraignent, nous, avocats, à une forme de compartimentation de la pratique du droit, bien éloignée de la pratique d'un Gaston Monnerville. L'on est avocat pénaliste en droit des affaires ou encore administrativiste avec des sous-spécialisations. Ce n'est point critiquable, c'est ainsi. Néanmoins, chacun dans nos expertises, ne peut-on cesser d'être un juriste ou doit-on cesser d'être un juriste engagé, au sens où Gaston Monnerville et bien d'autres l'entendaient? Rien n'est moins certain, et nous défendons même l'idée suivant laquelle nous devons être, nous, avocats, des hommes et des femmes d'engagement. Oui, l'avocat se doit de rester vigilant quant au respect de certains principes et des valeurs fondamentales qui sont le ciment de notre serment. L'avocat doit contribuer au développement équilibré de nos sociétés. L'avocat du XXIe siècle peut et doit contribuer au respect de la loi, un monde qui ne ferait pas place ou qui ne ferait place qu'aux plus forts face aux plus faibles, un monde qui ne ferait de la place qu'aux seuls intérêts pécuniaires au détriment des individus, est un monde voué à la révolte, un monde voué au chaos, c'est une atteinte à la démocratie. L'engagement en faveur de l'égalité sociale au XXIe siècle, comme nous inciterait à le faire Gaston Monnerville,
dépasse à l'évidence nos frontières. C'est celui qui oblige le juriste, l'avocat, à être toujours plus attentif à l'ordre de la loi. Attentif de tous les instants afin que les enfants et les déshérités de la planète ne soient pas plus longtemps exploités. Nous faisons allusion ici au travail des enfants. Attentif de tous les instants en faveur d'une véritable responsabilité sociale de nos entreprises. Nous avons besoin d'acteurs économiques capables de se développer, car ils assurent ainsi la prospérité de nos sociétés. Mais ce développement doit se faire dans le respect de la loi et il nous appartient, à nous avocats, d'y veiller. Ce n'est pas Madame le bâtonnier de la Garandrie qui nous démentira. En effet, nous avons la conviction qu'il ne peut y avoir de développement économique sans développement social et équilibré à travers notre planète. C'est ce que pensait déjà Monnerville lorsque nous le fréquentions. Nous le savons tous, en quelques 30 ans, notre pays et aujourd'hui l'Europe ont érigé des tas de législations qui visent à organiser notre société. Mais soyons réalistes, là où il y a inégalité sociale, il y a instabilité politique, parfois hors de nos frontières, mais à la différence d'hier, les inégalités sociales hors de nos frontières rejaillissent directement à l'intérieur de nos frontières. L'avocat, et nous sommes convaincus que c'eût été la conviction de Gaston Monnerville, tant il est vrai qu'il nous poussait dans ce sens. L'avocat doit redevenir un acteur de la société dans laquelle il vit. Il ne s'agit pas d'une reconquête d'un pouvoir prétendument perdu, il s'agit de remettre l'ordre de la loi au cœur de nos sociétés et pour un meilleur fonctionnement de nos démocraties. En acceptant de rendre cet hommage appuyé à Gaston Monnerville, nous avons voulu saluer la mémoire d'un des grands avocats de notre barreau, l'un des plus illustres Français du XXe siècle, que la République elle-même semble parfois avoir oublié. Par-delà de nos divergences et de nos sensibilités politiques, il est de notre devoir de regarder l'histoire telle qu'elle est. Il ne peut y avoir d'histoire officielle, d'histoire des vainqueurs et des vaincus. Il ne saurait y avoir d'histoire officielle. N'ayons pas peur de le dire. L'initiative du barreau de Paris et de son bâtonnier, monsieur le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, contribue pleinement à participer au devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire qui, seul, contribuera à réconcilier la France avec son histoire, un devoir de mémoire qui permettra à la France de rentrer avec fierté dans le XXIe siècle. Je vous remercie. Nous sommes en avance sur notre programme et je vous propose une courte pause avant de revenir pour voir des extraits du très beau discours, du très bel éloge fait par Jean-Christophe Desmarques, premier secrétaire de la conférence en 92. Jean-Christophe Desmarques, qui, comme vous l'avez rappelé, nous a quittés prématurément dans des conditions de brutalité extrême. Et puis, quelques dernières contributions et un peu de débat pour continuer à évoquer ensemble la mémoire de ce grand homme. A tout de suite. Monsieur le bâtonnier. Merci un Nous reprenons cette cérémonie émouvante d'hommage rendu au président Monnerville et j'appelle les amis à nous rejoindre sur la scène, puisqu'il est ici Francis Monnerville, qui eut comme arrière-grand-père celui qui fut le grand-père de Gaston Monnerville, et je lui demande de venir à côté de moi et de nous dire quelques mots. Merci, monsieur le bâtonnier. Très cher confrère, c'est un moment particulièrement émouvant et comme je vous l'ai déjà dit, monsieur le bâtonnier, cher Christian, de tous les hommages qu'il aurait pu estimer mérités, je pense que celui-ci l'aurait vraiment touché et il aurait pu se passer probablement de tous les autres. Car pour lui,
L'engagement d'avocat était un engagement fondamental. M. Beaujour l'a dit, c'était un engagement aussi total. Il n'y avait pas de distinction entre la barre et l'engagement dans la cité. Et il a toujours vécu la confraternité comme une véritable fraternité. Il a donné le meilleur de lui-même jusqu'au bout. Cela a été dit, mais vous le savez, il n'a jamais manqué un seul rendez-vous, que ce soit de l'association des présidents, de l'association des anciens secrétaires de la conférence, ou de la rentrée du barreau, ou même le soutien apporté à tel ou tel. Il recevait tout le monde à son bureau, chez lui, longuement, et aidait chacun à trouver sa voie et à trouver les moyens de son ambition. Et à vous tous, et d'abord à vous, M. le Batelier, merci du fond du cœur de nous permettre, ces moments rafraîchissants, de nous permettre de remonter jusqu'aux sources, là où l'eau est fraîche et pure, et là où nous savons, nous nous souvenons pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous avons prêté ce serment. Monsieur le Batelier, pour le musée de l'Ordre et pour notre mémoire à tous, j'ai le grand plaisir et l'infini honneur de vous remettre la robe de Gaston Meller. J'invite M. Ozanam à nous rejoindre. M. Ozanam est la mémoire de l'ordre. M. Ozanam conserve précieusement, non pas comme conservateur, M. Gibault, je ne veux pas un instant que vous pensiez qu'on oublie le conservateur du musée de l'ordre que vous êtes. M. Ozanam en est le gardien fidèle, le mémorialiste, et l'homme grâce auquel toutes les générations qui viennent peuvent aussi bien lire le manuscrit de la plaidoirie de la Laurie pour Zola que de contempler des souvenirs précieux comme cette robe que je me permets de vous remettre pour qu'elle prenne sa place dans le musée. Merci. J'invite maintenant Mme Sabrina Goldman, avocat au barreau de Paris, qui fut deuxième secrétaire de la conférence, à venir nous dire ce qu'elle envisage de nous livrer sur le sujet « L'esclavage a-t-il vraiment été aboli ?» Mme Sabrina Goldman. Les déclarons être meubles, et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse. N'être sujet au douaire coutumier, au retrait féodal et lignagé, ni au retranchement des 4 quints en cas de disposition à cause de mort et testamentaire. Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, comme notre droit des biens mobiliers a changé. 1848, la France abolit l'esclavage, et cela non sans sacrifice, car elle se prive d'une source presque intarissable de prospérité. Les villes comme Bordeaux, La Rochelle ou Nantes, enrichies exclusivement grâce à la traite des Noirs. Des fortunes bâties dans les plantations sucrières des Antilles, travaillées par des esclaves. Un troc de bétail au prix du travail, encore du travail, jusqu'à épuisement de leurs forces, afin de produire toujours plus et plus encore. 1848. La France célèbre bruyamment l'événement, fière d'affirmer une nouvelle fois la grandeur d'âme de la patrie des droits de l'homme. La même France qui, un demi-siècle auparavant, avait pourtant déjà aboli. Mais Napoléon,
soucieux de freiner le progrès humaniste, avait alors envoyé aux Antilles une armée afin d'écraser dans le sang les Noirs. Leur seul tort était d'avoir cru que la Révolution en avait fait des hommes libres et égaux. 1848, la France interdit l'achat, la vente, la location de ces outils animés qu'étaient les esclaves. C'était il y a 160 ans. L'enfant de la civilisation a mûri. Aujourd'hui, il loue, proclame, défend la liberté. Mais il en reste le maître, car celui qui a aboli est celui-là même qui a proclamé, confirmant ainsi son droit de disposer de ces individus comme de véritables objets. 1848. Les victimes de la proclamation de l'esclavage ont eu le privilège d'être assujetties une seconde fois à son abolition. C'était il y a 160 ans. 1959. Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, devenu président de la Chambre haute. Serait-ce le signe que l'esclavage a bien été aboli? Il a fallu pourtant attendre le 21 mai 2001 pour que la France reconnaisse la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Il a fallu attendre le 10 mai 2006 pour que la France commémore officiellement l'abolition. Premier pas, indispensable, pour qu'elle puisse reconnaître enfin sa responsabilité historique et morale, qu'elle accepte qu'une nation est plus grande lorsqu'elle reconnaît ses erreurs et consacre ainsi pleinement l'abolition. Pourtant, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, aujourd'hui encore, ici et ailleurs, l'esclavage persiste. Chaque année, selon l'Organisation des Nations Unies, 2 millions de personnes sont réduites en esclavage. En Mauritanie, au Soudan, pullulent les marchés aux esclaves, où des hommes et des femmes sont commercialisés en véritables animaux domestiques. En Thaïlande, s'étendent les chaînes de la prostitution, faisant de celle-ci un véritable rouage du tourisme. En Chine, au Vietnam, s'exportent les femmes vers les îles du Pacifique pour y travailler dans des ateliers clandestins à la fabrication de produits destinés aux marchés occidentaux. En Inde, sont asservis des enfants dans des fabriques de verre non aérées, auprès de fourneaux dont la température approche les 1600 degrés, dans des usines de tapis où l'on travaille plus de 20 heures par jour. En Ouganda, sont forcés des enfants soldats, âgés de 7 ou 8 ans, à massacrer des villages entiers, par exécution sommaire ou lapidation. Chacun de ces exemples recèle de milliers de martyrs. Chacune de ces souffrances résonne comme autant d'échos d'un temps que nous pensions révolu. Faut-il en conclure que l'esclavage n'a pas été aboli parce qu'il s'obstine à exister? Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, je veux croire qu'il s'agit là de mortelles métastases d'une maladie historique dont la civilisation peine à se défaire, d'horribles persistances résiduelles d'un mal dont l'homme tente cruellement de guérir, des détritus d'un monstre qui s'épuise en souffrant. En France même, maintenant que l'esclave ne hurle plus, nous pouvons entendre les plaintes des aliénés, le servage de ces bonnes à rien, assignés à résidence, avec la complicité honteuse de voisins soudainement si peu méfiants. La servitude de ces travailleurs clandestins, nichés dans la cave d'un entrepôt de confection, avec la complicité de la société de consommation. Le joug qui pèse sur ces femmes importées d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est, pour marchander leur corps, avec la complicité de la société de consommation sexuelle. Ces avilissements sont bien les filles de mère esclavage. Pas d'angélisme. L'abolition de 1848 n'a pu suffire en un instant à éradiquer ce fléau. Mais reconnaissons que si l'esclavage persiste dans ses formes les plus authentiques, les plus terribles, les plus barbares, s'il n'y a pas de gradation dans la douleur, pas d'échelle dans les souffrances, pas de compétition entre les victimes, s'il n'y a pas de différence de degré entre ces formes passées et actuelles de l'esclavage, il y a bien une différence de nature, puisque l'esclavage est désormais hors la loi,
Il est partout banni, honni, proscrit. Il est dénoncé, prohibé, censuré par les mailles de plus en plus serrées d'un arsenal de conventions internationales. Ce qui constituait autrefois un droit, voire le droit, est aujourd'hui un crime, et même le crime. En France, les juridictions condamnent, jamais assez souvent, peut-être trop légèrement, mais l'esclavage est dorénavant honteux, caché, déguisé. Il est fait en toute culpabilité. En cela, il n'a pas le même sens. On ne combat utilement que lorsqu'on comprend la nature véritable d'une menace. Condamner sans nuance, c'est condamner bêtement, c'est fermer la porte à toute remise en question qui ne soit pas stérile. Il nous appartient de rappeler que l'esclavage a bien été aboli de nos textes. Il nous appartient de reconnaître l'élan progrès d'une humanité qui apprend dans la douleur, sans que cela ne fasse oublier les mots de Victor Schœlcher. Disons-nous, et disons à nos enfants, que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. Mais j'entends déjà les voix de ceux qui parleront d'un esclavage moderne au sens figuré. Cet état d'assujettissement, de dépendance de l'homme contemporain aux valeurs de la société, l'esclavage de l'argent, l'esclavage du tabac, l'esclavage de la mode, bientôt l'esclavage du temps qui passe et du temps qu'il fait. Pauvres nous-mêmes, enfants gâtés de la liberté, éhontés de comparer, osant trahir l'innommable histoire en utilisant le même mot pour désigner tous les maux, toutes les souffrances. N'est-ce pas une forme édulcorée de négationnisme? N'est-ce pas cracher sur la mémoire des esclaves? N'est-ce pas galvauder une réalité historique que de l'appliquer à ses échos symboliques? Car le respect de la mémoire passe par le respect des mots, ces mêmes mots qui, en donnant un sens, confèrent une identité. Je ne suis pas une fanatique du langage, mais ces mots-là sont sacrés, et l'on ne pourra jouer avec, les vulgariser, les utiliser à outrance, que lorsque la mémoire de ce qu'ils protègent sera à l'abri de toute atteinte. Alors, à la question « l'esclavage a-t-il vraiment été aboli ?» j'aurais aimé finir mon discours par un simple « oui », en répondant que nos textes l'ont abrogé. Et je garderais un goût amer, car je vois grossir des tumeurs malignes dans les esprits. Je ressens que si l'esclavage a été aboli, ce qui en est à l'origine n'a pas disparu de nos consciences. Car pour mettre des chaînes, il faut d'abord retirer à l'autre sa qualité d'être humain. Avant d'emprisonner son corps, il faut d'abord capturer son âme, le priver de sa liberté d'être différent. Pour devenir objet, l'esclave s'est d'abord vu nier son humanité. Alors, si abolir, c'est réduire à néant, a-t-on vraiment supprimé la pensée qui mène à l'esclavage? Quand le doute pèse sur l'humanité d'autrui, que l'égalité devient une simple présomption, quand la dissemblance se fait prétexte, quel jugement porter sur notre société lorsque le curriculum vitae anonyme est le seul moyen pour que la différence ne devienne pas un vice rédhibitoire? Quel jugement porter sur notre société lorsque les contrôles d'identité au faciès sont l'immonde quotidien de certains? Lorsque la peur, du bruit et de l'odeur vient balayer les espoirs du locataire au dossier pourtant parfait. N'est-ce pas le préalable à l'esclavage? Ce regard qui emporte dénégation de l'autre, qui est incapable de lui assigner une place en raison d'un nom, d'une couleur de peau, qui empêche de lui reconnaître notre humanité commune. En stigmatisant l'autre par sa race, son origine ou sa religion, et non comme un homme, en s'arrêtant à ce que les apparences veulent bien laisser croire de ce qu'il est ou de ce qu'il pense, il est alors enfermé dans un schéma, enchaîné à des préjugés. On lui refuse sa liberté à penser autrement. Si l'esclavage est la forme la plus achevée, la plus réussie de l'inégalité parmi les hommes, la discrimination en est bien la manifestation contemporaine.
l'esclavage a porté l'inhumanité en valeur universelle. C'est pourtant, 160 ans plus tard, la même inhumanité qui mène à cet esclavage en pièces détachées qu'est la discrimination. C'est la même mécanique de pensée qui animait hier l'esclavage et qui fait aujourd'hui tourner les rouages de la discrimination. Alors, est-on vraiment à l'abri de ce qui pourrait sortir de ce ventre fécond? Des résurgences issues de cette même matrice? Est-ce que ce n'est pas dans cet atroce préalable que résident les germes du mal? En cela, l'esclavage n'a pas été réduit à néant. Il n'a pas été aboli. Et l'on ne peut pas voter de loi au Parlement pour éradiquer ce qui se loge dans les esprits. On ne peut que poser petit à petit des cailloux pour le combattre en l'autre, en soi, en éduquant les pensées, en chassant les croyances fondées sur l'apparence, pour que l'abolition soit une véritable mise à néant, pleine, entière, irréversible. L'esclavage sera vraiment aboli lorsqu'il aura été abrogé non seulement de nos textes, mais aussi de nos esprits. Dans notre France, si fière de son humanisme, n'oublions pas ce qui a rendu possible l'esclavage, car tel qui se croit libéré de ses préjugés n'en est souvent pas exempt. Cette bataille, Gaston Monnerville l'a menée de façon exemplaire, luttant perpétuellement pour la liberté et la tolérance. À nous, avocats, d'en être la veille permanente. À nous, avocats, de poursuivre le combat. J'invite maintenant le professeur Gilles de Méguec, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris Occidentale, à venir à la tribune pour nous parler du parcours politique de Gaston Monnerville. Merci, je vous remercie beaucoup, monsieur le bâtonnier, d'avoir pensé à moi. Parce qu'il y a toujours un léger risque de donner la parole à un historien, agnostique par définition, dans une cérémonie à caractère commémoratif. Alors, il est assez difficile d'évoquer en une vingtaine de minutes le parcours politique de Gaston Monnerville, pour une raison très simple. C'est que ce parcours est d'une longévité exceptionnelle. Près de 41 ans de présence sur la scène parlementaire, si on ne tient pas compte de la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale, à quoi il faut ajouter les 9 années passées au Conseil constitutionnel, et puis les 10 années d'un apprentissage politique extrêmement diversifié, marqué par des engagements multiples, des questions, à l'UJA, à la LICA, et puis dans des organisations à caractère plus directement politique, très tôt, puisqu'il y a un engagement de jeunesse au sein de la petite mais dynamique Union des étudiants républicains de Toulouse. Donc, qui dit une longue carrière, dit une carrière très riche, et dit aussi nécessairement une carrière dans laquelle il y a, pour l'historien, des points, sinon obscurs, du moins imparfaitement éclaircis, et pouvant donner lieu à controverses, voire à polémiques. J'en citerai simplement deux qui touchent à l'histoire nationale. La question de la nature des influences qui se sont exercées auprès du président du Sénat dans les jours qui ont précédé le fameux discours de combat tenu en 1962 au congrès de Vichy. Deuxième question,
Les journées, nous sommes au 40e anniversaire, les journées des 28, 29 et encore 30 mai 1968, dans quelle mesure, comment et par qui le président du Sénat a-t-il été tenu au courant, informé des initiatives prises par François Mitterrand et par Pierre Mendès France. Ce que l'on sait, c'est que le président du Sénat a beaucoup consulté. Ce que l'on sait aussi par des témoignages venus de bords opposés, c'est qu'il a été très mécontent d'un certain nombre de ces initiatives, et il a manifesté ce mécontentement dans des termes très vifs dans une communication téléphonique avec René Billère, alors président du Parti radical. Alors, second point de cet exposé, cette longévité exceptionnelle a été de pair avec une continuité non moins remarquable dans les appartenances et les convictions politiques. Gaston Monnerville a adhéré très tôt au Parti radical, dès 1922, semble-t-il, et il a exercé des responsabilités au sein du comité exécutif, qui était d'ailleurs, il faut le dire, une sorte de parlement très large, dès la seconde moitié des années 20. Comme jeune député, il a exercé des fonctions à la direction du parti, d'abord comme secrétaire du comité exécutif, puis comme l'un des vice-présidents. Et après avoir quitté la présidence du Sénat, 2 ans après en tout cas, il a opéré un retour dans les instances dirigeantes de la place de Valois, avant de rejoindre en 1974 le mouvement des radicaux de gauche. Donc, Gaston Monnerville est un radical qui est toujours resté fidèle à la famille radicale. Alors, peut-on aller plus loin dans la qualification de ce radicalisme? Beaucoup d'observateurs l'ont fait, en classant grossièrement, je l'ai dit ici, Gaston Monnerville plutôt au sein de l'aile gauche du Parti radical. Il y aurait là une continuité entre sa proximité avec les jeunes Turcs du parti en 1932, notamment avec Pierre Mendès France, l'épisode de la Ligue de la République de 1946, qui est une sorte de version à gauche de ce qui sera quelques mois plus tard le Rassemblement des gauches républicaines, situé plus au centre, et puis finalement l'adhésion en 1974 au mouvement des radicaux de gauche, en tout cas l'entrée pour quelques semaines, puisqu'il va être désigné comme membre du Conseil constitutionnel, dans les instances dirigeantes du MRG. Alors là, il y a évidemment un fil conducteur. Je pense toutefois que cette façon de procéder est en partie inexacte, notamment en ce qui concerne l'appartenance aux jeunes Turcs. Les historiens d'ailleurs abandonnent aujourd'hui cette expression qui engendre beaucoup de confusion. Et surtout, elle est réductrice. En réalité, le radicalisme de Gaston Monnerville est un radicalisme de conciliation, de rassemblement, qui reste fidèle à une tradition très forte, faisant du Parti radical la colonne vertébrale de ce qu'il appelle, et de ce que l'on appelait dans la génération précédente, le Parti républicain. Ce qui suppose que la famille radicale demeure à la fois unifiée et largement ouverte sur l'extérieur. Alors on a maintes indications qui vont dans ce sens,
notamment le rôle discret, pas toujours efficace compte tenu de l'ampleur des dissentiments, le rôle discret joué dans les années 60 pour essayer de recoller les morceaux d'une famille radicale qui avait été traumatisée par les grandes crises et scissions des années 1955-1958. Dernier point sur lequel je serai plus long, les éléments de singularité. Cette carrière, si on la considère d'un peu haut, est une carrière marquée par la continuité, comme je le disais tout à l'heure, une carrière lisse et rectiligne. Il y a toutefois des éléments de singularité forts qui vont souvent de pair avec des inflexions, voire des ruptures. J'en retiendrai 3. D'abord, le passage, pour simplifier, de Cayenne à Saint-Céré. Vous savez qu'en 1948, il apparaît que la réélection de Gaston Monnerville dans le département de la Guyane est pour le moins aléatoire, donc se pose ici un problème. Le problème sera résolu, comme vous le savez, par l'implantation dans le département du Lot. Implantation parfaitement réussie. Gaston Monnerville a toujours été réélu aisément dans tous ses mandats, à l'exception d'un petit avertissement lors des élections cantonales de l'automne 1967, dû à la rancune tenace de Georges Pompidou. Et cela dit, il faut quand même insister, parce qu'aujourd'hui ça nous paraît naturel, sur ce cas détonnant. L'implantation d'un Antillais dans ce département de la France profonde, qui est alors, et encore aujourd'hui mais beaucoup moins, un département essentiellement rural. Alors il subsiste un petit doute sur la paternité de cette opération, qui était une opération difficile. Pour ce qui me concerne, je m'en tiens à la version qui, me semble-t-il, était celle de Gaston Monnerville lui-même. L'initiative est sans doute venue d'Henri Queuille, alors président administratif du Parti radical, et donc chargé de ces questions d'investiture et éventuellement de parachutage. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres versions. Maurice Faure a présenté dans un ouvrage d'entretien extrêmement intéressant une version sensiblement différente. Deuxième question, deuxième élément de singularité qui souvent est oublié, parce qu'on ne pense pas suffisamment, me semble-t-il, au président du Conseil de la République. On pense davantage, pour des raisons évidentes, au président du Sénat de la Ve République. Cette présidence a été une présidence plus politique que ne le voulait la tradition. Une tradition sans doute un peu floue. Dans le système politique français, le rôle proprement politique des présidents des assemblées n'est pas fixé dans le marbre. Mais enfin, il me semble que Gaston Monnerville a eu une conception plus active de ses fonctions que beaucoup de ses prédécesseurs. Cela tient d'abord à une raison biologique. Lorsque Gaston Monnerville est élu président du Conseil de la République au printemps 1947, il vient de fêter ses 50 ans. C'est un très jeune président. Ses prédécesseurs accèdent à cette fonction beaucoup plus tard, au cours de la soixantaine, voire comme Paul Doumer, bien au-delà.
Jules Lamennais, lorsqu'il est élu en 1932, a déjà 68 ans. C'est donc un homme jeune, dans la pleine possession de ses moyens, et à propos duquel on peut très bien envisager une bifurcation de carrière, c'est-à-dire l'accès à d'autres types de responsabilités, notamment à l'échelon gouvernemental. Et il en a été question. En 1954, Pierre Mendès France, qui était un ami, en tout cas un complice depuis longtemps, a pensé à lui pour une vice-présidence du Conseil, qui, dans son esprit, n'aurait pas été une simple fonction honorifique, comme c'était souvent le cas, mais réellement un poste de président adjoint du gouvernement, car Pierre Mendès France, à ce moment-là, est conscient que l'urgence des problèmes outre-mer, notamment la question de l'Indochine, va l'obliger à laisser de côté un certain nombre de questions et qu'il aurait besoin de s'appuyer sur quelqu'un en qui il avait une pleine conscience. Alors ça ne s'est pas fait, probablement parce que Gaston Monnerville avait d'autres priorités, dont je vais dire un mot, mais c'est quand même quelque chose de significatif. Alors l'autre raison, c'est que Gaston Monnerville ne conçoit pas son rôle simplement comme celui d'un président technique d'une assemblée, mais qu'il a des desseins politiques qui sont très forts. Il y en a au moins deux. L'un à propos duquel il a des vues claires, qui est la régénération du bicamérisme, en tout cas l'accroissement du rôle de cette assemblée très diluée dans l'esprit même des constituants, qui est le Conseil de la République de 1946. C'est là un long combat, partiellement gagné en 1954 avec la petite révision, et qui sera davantage gagné, ô ironie du sort, en 1958. L'autre grand dessein, c'est ce que j'appelle d'un terme volontiers vague, la défense, le développement et la rénovation de l'Union française. Là, les désirs, les souhaits sont très forts, les vues sont moins claires, par la nature des choses. Mais il faut savoir que, compte tenu de son expérience des questions coloniales, Gaston Monnerville jouit, sous la 4e République, d'une réelle autorité intellectuelle et morale sur ces dossiers. On en a de multiples traces. Alors, je vous dirai un seul exemple. En juillet 1954, Ferrat Abbas, qui n'a pas encore rejoint à ce moment-là le FLN, demande audience au président du Conseil de la République pour l'avertir de l'aggravation de la situation en Algérie, et Gaston Monnerville en informe le président de la République et le président du Conseil, François Mitterrand. Alors le dernier élément de singularité qui va de pair avec des inflexions et, cette fois-ci, avec de véritables ruptures, c'est la question de la réforme des institutions au sens large, c'est-à-dire indépendamment de la question de la Haute Assemblée, même si cette question est une question centrale. Cela pose, je serai direct, au risque de choquer, cela pose le problème très complexe des relations avec les gaullistes. Je dis bien avec les gaullistes et non pas avec le général de Gaulle, ce qui est une autre question, dont je ne parlerai pas, faute d'informations suffisantes. Il me semble qu'il est nécessaire, oui, avant l'ouverture des archives du général de Gaulle, il n'est pas possible de parler savamment de ces questions.
il me semble qu'il est nécessaire de mettre en faisceau 3 séries de faits. En premier, les rapports du président du Conseil de la République avec le groupe RPF ont été des rapports corrects et parfois corrompus. Il semble d'ailleurs que le RPF ait adopté une neutralité plus que bienveillante lors de l'élection de Gaston Monnerville dans le département du Lot en 1948. Alors les relations sont bonnes, notamment avec Henri Thorens, ce qui est normal, c'est un ancien de l'écurie Campagny. Ils sont bons, paradoxalement, compte tenu du profil social et idéologique du personnage, avec Geoffroy de Montalembert, qui est alors président de la commission du suffrage universel du Conseil de la République. Et les deux hommes sont tout à fait d'accord en ce qui concerne l'accroissement de fait ou de droit des attributions du Conseil de la République. Enfin, les rapports sont bons, il faut le dire, avec Michel Debré, qui jusqu'en 1951 est un bigame, c'est-à-dire à la fois RPF et radical, je le rappelle, et qui partage avec Gaston Monnerville un certain univers de préoccupations et de références intellectuelles. Et les deux hommes ont agi de pair dans un certain nombre d'occasions, notamment en 1948, quand Michel Debré invente la formule des questions orales avec débat. Et en second lieu, mais tout ceci doit être mis en parallèle, Gaston Monnerville a été régulièrement, en 1958, mis au courant, dans l'été 1958, de l'état d'avancement des travaux préparatoires de la Constitution. Il faut rappeler à cette occasion d'ailleurs qu'en mai 1958, Gaston Monnerville avait adopté, contrairement au président de l'Assemblée nationale, André Lotrequer, une attitude compréhensible, je reprends l'expression même de Michel Debré, à l'égard du retour au pouvoir du général de Gaulle. Henri Thorens ayant joué un petit peu le rôle d'intermédiaire. Alors pendant l'été 1958, Gaston Monnerville est informé, d'abord par les sénateurs qui appartiennent au comité consultatif constitutionnel, le radical Gilbert Jules, qui est très proche de lui, et le gaulliste Geoffroy de Montalembert, mais aussi par l'intermédiaire de François Vogel, qui est depuis 1954 secrétaire général du Conseil de la République, qui est très proche de Michel Debré, et qui insiste auprès de Michel Debré pour que l'avis du président et du Conseil de la République soit pris en compte, autant que faire se peut, en tout cas qu'il soit informé, et à la fin du mois d'août 1958, Michel Debré, garde des Sceaux, donc qui a la haute main sur ses travaux préparatoires, écrit une longue lettre à Gaston Monnerville. Alors, c'est peut-être trop dire que le président du Conseil de la République était associé à la préparation de la Constitution de 1958, mais en tout cas, on n'en est pas très loin. Et la thèse peut être défendue. Alors, ce qu'il faut savoir, on le sait aujourd'hui, grâce aux archives de Michel Debré, qui sont largement ouvertes, c'est que cet épisode de l'été 1958 a une suite, c'est-à-dire que lorsque Michel Debré est appelé aux fonctions de Premier ministre en 1959, il prend soin de consulter de façon relativement régulière le président du Sénat.
Cela dure jusqu'en 1961, date à laquelle, pour toute une série de raisons, Gaston Monnerville devient beaucoup plus réservé à l'égard de la pratique du régime et où les relations se tendent avec les gaullistes, y compris avec le Premier ministre. Alors il est possible que le président du Sénat ait un moment caressé l'espoir d'être une sorte de guide, ou en tout cas de référence, dans le processus de rodage des institutions de la Ve République. Alors tout ceci doit être mis en parallèle, et en particulier les deux choses que je viens d'évoquer. D'une part, le caractère très politique de la conception que Gaston Monnerville avait de son rôle. Ceci n'a pas été perçu sous la IVe République aussi nettement que cela nous apparaît aujourd'hui, pour une raison assez simple. Gaston Monnerville, en 1950, n'est pas un homme, une personnalité très connue dans le milieu politique. Par ailleurs, il agit avec beaucoup de discrétion, de prudence même, si bien que le monde politique n'a pas vu exactement quelle était la force de ses convictions politiques, d'où la surprise de 1962, le coup d'éclat, ce qui apparaît un coup d'éclat, alors que lorsqu'on y réfléchit bien, tout ceci apparaît extrêmement logique. Et puis ce que je viens de dire sur 58, sur les rapports avec Michel Debré, explique largement la réaction de 1962. L'homme du discours de Vichy, indépendamment du fait de savoir dans quelle mesure il a été poussé à prendre l'initiative spectaculaire, donc l'homme de discours de Vichy est un homme qui s'est senti floué. Incontestablement, ce n'est pas le seul, d'ailleurs on pourrait faire des comparaisons avec Guy Mollet, par exemple. Bon, il s'est senti floué. Et comme il avait, il faut le dire, j'espère ne choquer personne, une certaine prédisposition à la rancune, ce sentiment a fait que la rupture a été une rupture forte et définitive. Et on aboutit ainsi